Bonjour la communauté de Star Wars en direct, c'est Aude pour vous guider dans notre boutique. Oh, ce mash-up, il est parfait. Celui-là, c'est un incontournable. This is the way. Il est tout nouveau, tout chaud. Tu vas avoir la classe avec ça. Tous les vêtements sont disponibles dans différentes grandeurs, couleurs et modèles pour hommes, femmes et enfants. Visitez notre boutique et merci de votre soutien. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cet épisode de littérature qui sera consacré à la suite de la BD, l'album, l'adaptation en comics adulte de chez Marvel du Mandalorian, donc de la première saison du Mandalorian. Ici Francis en direct de Québec. Et comme à notre habitude, je rejoins Jean à l'autre bout du continent. Ça va bien, Jean? Ouais, ça va super. Et toi, Francis? Slava. On va voir si Slava encore après l'analyse, la critique, la chronique qu'on va faire de ce deuxième album-là aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, comme toujours, on remercie notre partenaire Littérature Star Wars Littérature Québec. On vous invite à aller faire un tour sur le site et à rejoindre le groupe. Quand je dis sur le site, sur la page Facebook, donc SW Littérature Québec. Encore aujourd'hui, moi et Jean, on discutait sur le groupe. Donc, on vous invite à nous rejoindre. Très sympa. Et si je te demande un petit WhatsApp Star Wars rapide, Jean? WhatsApp, ok, on commence direct par le WhatsApp. Donc voilà, déjà en plus de réécouter donc, le Crimson Klein là, pour préparer l'émission, j'ai lu le comics Vision. Donc c'est un one-shot par Peach Momoko. Donc c'est juste un one-shot, une comics d'une vingtaine de pages comme ça. Mm-hmm. Et encore une fois par Peach Momoko, ça fait un petit moment là que j'insiste sur cet artiste là, plus qu'autrice, une artiste, qui est une mangaka, non, une dessinatrice de comics du coup, qui a fait quelques trucs chez Marvel avant de passer chez Star Wars. Elle a fait toute la saga Demon's Days, ceux qui lisent Marvel doivent savoir de quoi je parle. Elle reprenait en fait tous les super-héros Marvel, mais à la sauce un peu japonaise, avec en mode estampe japonaise. C'était magnifique, voilà, un coup de crayon magnifique, Peach Momoko. Et là, du coup, elle a fait ce one-shot Vision. Alors, ce n'est pas une retranscription, on en parlera plus tard, des retranscriptions en comics de séries comme Vision. Là, c'est vraiment un épisode Vision original, en fait, Okay. qu'elle a créé, et qu'elle est seule en tant que scénariste et dessinatrice, vu qu'il n'y a pas de dialogue, en fait. C'est juste visuel. Mm. Et ça me rappelle au one-shot qu'elle avait fait dans le Dark Vador White Red Okay. et Black. Ouais, c'est pas sorti en français encore, là, une espèce d'anthologie de petites histoires, là, voilà. mais très graphique. Là. Très graphique. C'est un peu, pas une tradition, mais je veux dire, c'est un genre de petit événement qu'ils font souvent chez Marvel. Là. Ouais, de blanc, noir et rouge. Là. C'est ça, ouais. Ouais, il y avait eu Wolverine, il y avait Deadpool. Chez DC, tu avais eu aussi t'avais eu Harley Quinn, tu avais pas mal d'héroïnes comme ça. Et en tout cas, elle avait fait un peu Dark Vador, dans le même style, tu vois, avec très très estampe japonaise, avec zéro dialogue. Et là, donc, elle reprend un peu ce style-là. Et je trouve ça magnifique. Alors, c'est un one-shot, c'est que 20 pages. Mais, et sans dialogue, je trouve qu'elle arrive à retranscrire les émotions. C'est assez hallucinant. Alors, il faut savoir que le Vision, là, je me suis renseigné. Donc là, c'est un one-shot Peach Momoko, mais en début d'année prochaine, on aura un autre one-shot Vision original, du coup, parce qu'on avait déjà eu un one-shot l'année dernière qui était en quelque sorte une préquelle à ce qu'avait proposé la série, la saison 1, du moins l'épisode 1, le duel, en noir et blanc, là, avec l'épée rouge, c'était super stylé. Et donc le one-shot comics, c'était le préquel à cet épisode-là. Et là, l'année prochaine, il y aura donc le même auteur qui va rattaquer en reprenant le héros de ce one-shot-là, et qui va faire une aventure, encore une fois, inédite. Donc ça, c'est cool que Vision continue en comics, en tout cas. Voilà. Donc, ça, pour ceux qui ont aimé le concept, ouais, effectivement, c'est bien cool. Ouais.
Excellent. De mon côté, effectivement, pour rester dans le thème de la littérature, je peux mentionner qui est sorti la semaine dernière, si je ne m'abuse, Eye of the Storm, donc le tout début en roman de la phase 3 de la Haute République. Je peux mentionner peut-être très brièvement une première surprise. C'est peut-être moi qui avais perdu le fil, c'est très possible. Mais je m'attendais à un écart temporel beaucoup plus important. C'est pas un gros spoiler parce que et comics et romans, on commence tout de suite avec cette révélation-là, mais la chronologie, ce n'est qu'un an après les événements de la phase 1. D'accord. Donc, moi, je m'attendais vraiment à, tu sais, parce que la phase 2, on est revenu, 150 ans en arrière? Ouais. Donc, pour la phase 3, je m'attendais quand même à un certain bond temporel, mais non, ce n'est que 12 mois après. Donc là, pour l'instant, il y a quoi? Il y a 3 comics de sortie et ce roman-là de George Mann. Donc, jusqu'à maintenant, c'est très bien parti. Je dois dire que j'en ai peut-être 3 heures d'écouter sur 15 heures, l'audiobook. Et jusqu'à maintenant, je suis assez satisfait. Fait que je vous invite à prendre ça. Et je sais que tu l'as pris aussi, j'ai vu passer un de tes messages, mais une petite surprise dans les épisodes de Young Jedi Adventure, les petits Jedi. Oui. On a des personnages de la Haute République qu'on connaît, là, des romans, donc Belle Zettifar et son chien, là, son genre de Doberman. Ember, ouais. Ember, ouais, c'est ça. Ouais. C'est-tu le seul? Il me semble qu'il y en a un deuxième. Et oui, il y a Loden aussi. Oui, Loden, effectivement. Donc, c'est avant, évidemment, là, les événements de la phase 1. Loden Greatstorm, là, le Jedi Twi'lek vert. Que tu vois en famille, une petite anecdote, une petite surprise dans une émission vraiment pour les tout-petits. Mais c'était drôle de les voir personnalisés comme ça avec ces graphismes-là aussi que je trouve très mignons. Je dois dire que la toute-petite, ma plus jeune, là, qui a même pas 2 ans, aime beaucoup. Et ma blonde, ma copine, comme pour traduire en français de France, ma blonde me faisait remarquer que les jouets sont très jolis. Les figurines en vente dans les grands magasins sont très jolies. Oui, il y a même des Lego qui sont sortis. On en parlera ça quand on fera peut-être une émission sur des achats de Noël, là, c'est Star Wars comme chaque année. Mais ouais, je comptais justement mentionner plein de jouets Young Jedi Knight là, pour les plus petits. Excellent. Ouais, ça s'en vient ça d'ailleurs. On devrait vous enregistrer ça bientôt pour les idées cadeaux de Noël comme on fait chaque année. Si je te demandais, Jean, il y avait quoi au programme récemment? Récemment, c'est beaucoup de littérature, comme toujours en ce moment, vu qu'il n'y a pas de série. Donc, on fait avec ce qu'on a. Du coup, la littérature, dernièrement, c'était beaucoup de la Haute République. On a fait donc la critique de La Lame. Donc, c'est une mini-série comics adulte, entre guillemets. On a également fait la critique de La Terreur sans nom, qui est là une mini-série, encore une fois, mais plutôt jeunesse. Donc, qu'on a fait tous les deux. Donc, c'est ça, les dernières émissions. Effectivement, et bon, là, l'émission que vous écoutez en ce moment est préenregistrée, mais pour des questions de logistique d'horaire. Mais d'ici à ce que ce soit diffusé, je crois qu'il va y avoir eu aussi mercredi, le 22, un épisode en direct sur la sortie du court-métrage québécois, le montréalais, Bright Star, qui s'annonce très, très bien. Donc, on vous invite, si ce n'est pas déjà fait, si vous n'avez pas écouté en direct, à prendre cette émission-là. Aussi, donc, un Star Wars en direct régulier, enregistré mercredi le 22 novembre. Voilà. Sur ce, peut-être mentionner, ceux que ce n'est pas déjà fait, vous réabonner à nos réseaux suite à la grande purge de Meta. Comme vous savez, on a perdu la totalité des abonnés, donc si ce n'est pas déjà fait, merci de vous réabonner sur Facebook et sur Instagram. Donc, SW en direct sur Instagram, Star Wars en direct podcast sur Facebook. Et sur ce, Jean, on passe en hyperespace? Allez, c'est parti. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. De retour dans l'hyperespace, ce n'est pas un piège. On est là pour vous parler du 2e volume de la première saison, 2e et dernier volume de la 2e saison de The Mandalorian chez Panini Comics. Les comics numéro 5 à 8, un 136 pages pour 19 €. Chronologie, petite erreur ici dans le bandeau qui vous voyez à l'écran. La chronologie, c'est plus 9, donc après le retour du Jedi. Et au scénario, on a Rodney Barnes. Au dessin, on a le duo
je sais jamais comment le dire en français, hein, mais c'est... en tout cas, bref, c'est pas certains font des numéros et l'autre non, là, c'est vraiment, ils travaillent en équipe. Donc, Georges Gentil, que je sais que Jean adore, ne serait-ce que son nom de famille, et Dexter Vines. Et aux couleurs, on a Rachel Rosenberg. Donc, écoutez, on peut peut-être rappeler, on vous refera pas l'épisode précédent, mais disons, on avait essayé d'être le plus objectif et honnête possible. On n'avait pas beaucoup aimé le tome 1. Pas beaucoup, non. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Moi, tu vois, je crois, je lui avais mis un 25%, un 5 sur 20. Ah oui, quand même. Je crois que c'est mon pire comics depuis le canon là, chez Panini. Ok, ben on va en parler là, on va en parler dessus. C'était pire que le Réveil de la Force, donc c'est peu dire. Là. J'ai hâte de voir la note de celui-là, du coup. Ouais, effectivement, toi, est-ce que tu te souviens, t'avais mis combien? Ben oui, justement, un gros mea culpa, moi j'avais mis en 11 sur 20 sur le tome 1, mais quelle erreur j'avais fait, quoi. Ah oui, là, ok, tu regrettes? Ah oui, je regrette. En fait, je voulais pas être trop méchant, tu vois, parce que bon, gentil, tout ça. Mais là, avec le recul, ça vaut vraiment pas la moyenne. Et le tome 1, si je devais le renoter, je mettrais un 8-9 sur 20, quoi, vraiment. Et encore, je trouvais être très gentil, hein, pour 8-9, c'est vraiment... Je suis encore gentil, je trouve. Mais ouais, le 11, il vaut complètement pas, quoi. Pour ceux qui nous découvriraient, hein, on ne sait pas, il y en a peut-être, ça va être leur premier contact avec Star Wars en direct, on peut peut-être préciser que ce n'est pas le but de l'émission là, de démolir un œuvre ou quelconque. Il y en a qui vont dire encore des chialeux de tout ce qui est Star Wars, de tout ce qui est nouveau. C'est pas le cas du tout. Ça nous arrive de mettre des très bonnes notes. Là. Je pourrais vous montrer parfois de la note parfaite, même à certaines œuvres, que ce soit comics, romans, séries télé, films, etc. Quoique film, là, ça commence à... Je dirais que depuis Rogue One, j'avais bien aimé Solo aussi, donc lancez-moi des tomates, là, les haters de Solo. Mais voilà, faut être honnête, quand c'est bon, on le dit, quand ça l'est moins, faut le dire aussi. Donc, Jean, est-ce que tu peux... bon, là, c'est une adaptation de la série télé. Fait qu'on ne fera pas un résumé dans le moindre détail pour les gens qui voudraient connaître l'histoire, là. Bon, allez écouter les épisodes sur Disney+. Mais est-ce que tu peux nous rappeler plutôt rapidement qu'est-ce qui se passe dans chacun de ces 4 numéros de comics-là, là, donc le 5, 6, 7, 8? Oui, ben, en plus, comme dit, 5, 6, 7, 8, ça correspond aussi aux épisodes de la série 5, 6, 7, 8. Hein, du coup, c'est saison de 8 épisodes. Donc l'épisode 5, c'était le retour sur Tatooine et la mission avec le gros nul de Toro Calican, là, tu sais, l'espèce de jeune un peu débile. Là. Et c'était la première... années 90, hein, et très stylé années 90. Ah ouais, non, il était affreux ce perso et qui se fait shooter à la fin, donc ça, tout le monde était ravi. Et c'est surtout la première apparition à l'écran de Fennec Shand, hein, on se rappelle. Le 6, c'est le casse de la prison là, avec le crew de méchants, là, dont les frères et sœurs Twi'lek, là, on se rappelle bien. Ouais, c'était pas mal. Le 7, Bill Burr, l'humoriste Bill Burr, là, les gens qui suivent un peu l'humour américain. Moi, j'adore cet humoriste-là, donc voilà. C'était le gars qui jouait le barbu, là, ça? Non, c'est bon, on le voit à l'écran, celui qui a le crâne rasé, là, donc on revoit aussi dans la saison 2, là, qui revient dans la saison 2. Celui qui avait une espèce de pistolet sur un bras mécanique sur l'épaule, ou dans le dos. Ah oui, un peu le leader de la team, on va dire, un truc comme ça. En tout cas, lui doit sûrement se voir de cette façon-là. Il faudrait demander à ses coéquipiers. Et c'est un humoriste, on digresse direct, hein, mais c'est un humoriste connu, tu vois, je connaissais pas. Oui, c'est un humoriste très... Ben écoute, ouvre Netflix, ouvre, c'est ça, YouTube, etc. Là, un humoriste très, très connu aux États-Unis. Très irrévérencieux, un grand ami de Jon Favreau. C'est pour ça aussi qu'évidemment qu'il s'est retrouvé dans le Mandalorian. Et dans cet fameux épisode-là de la prison, je peux pas dire que j'avais été impressionné. Souvent, il y a des humoristes comme ça qui se retrouvent à l'écran, qu'on se dit, bon, c'est sympathique, mais c'est pas des acteurs de grand talent. Par contre, j'avais fait mon mea culpa dans la saison 2, l'épisode où il braquait une espèce de barrage hydroélectrique, là. Une station impériale, là, mais il avait joué le soldat en choc post-traumatique à la perfection. Moi, je connais plusieurs personnes post-trauma, militaires et autres métiers, et vraiment, ça doit être son cas aussi, il doit en connaître, parce que vraiment, c'était un très, très bon jeu d'acteur. Bref, petite discrétion ici, mais c'est celui qu'on voit à l'écran en ce moment, là, avec le crâne rasé. De toute façon, digresser, on va le faire plusieurs fois lors de cet épisode. Ce sera toujours plus intéressant que de parler du comics, de toute façon. Sans être méchant.
Arrête de spoiler notre critique, Jean. Oui, j'arrête. Ensuite, on repart sur l'épisode 7. Donc, c'est le retour sur Nevarro après avoir récupéré Cara Dune, IG-11 et Quill. Hein. On se rappelle la fin de l'épisode qui finit sur la mort de Quill, d'ailleurs. Et enfin, l'épisode 8, c'est le final de la saison 1, donc avec le siège dans la cantina par l'Empire, là, le sacrifice de IG-11 dans la lave, tout ça, et la révélation du Darksaber en la possession du Moff Gideon. Voilà, ça finit comme ça, pour le résumer. Excellent. Non, mais c'est quand même bon que tu nous fasses le petit rappel parce que l'air de rien, au nombre d'épisodes et au nombre de séries qu'on écoute maintenant, tout ça, c'est un petit peu moins mémorable qu'un film, là, savoir on parle de quel épisode, là, c'était dans quelle saison qu'il arrivait telle chose. Là, on a même à se rappeler que dans une autre série, le livre de Boba Fett, il arrivait des choses aussi. Donc, c'est excellent. On est vraiment sur la fin de la première saison. Fin quand même assez monumentale, là, c'était pas mal, avec le lance-flamme, IG-11 sur son biker, sa moto-jet, je me souviens plus comment qu'on le traduit. Fait qu'écoute, si je te demandais ce que tu as pensé de cet album-là, je crois qu'on va avoir de la bile à verser, surtout sur les graphismes. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à dire du scénario, dans le sens que c'est quand même 4 épisodes de série télé de 45 minutes environ, résumés en entre 20 et 30 pages de comics. Est-ce que, déjà, toi, est-ce que tu as repéré des aspects, tu sais, parce que dans d'autres adaptations, je pense à Solo, je pense à Rogue One, il y avait des éléments, des scènes inédites ou par exemple des scènes supprimées dans le film qu'ils avaient mis dans le comics. Est-ce que tu as repéré quoi que ce soit d'original? Oui, les épisodes aussi 8 et 9, si je me rappelle bien, il y avait des scènes supplémentaires, mais là, non. Alors là, je crois que comme pour le tome 1, on a fait la remarque aussi, mais le scénariste, là, Rodney Barnes, du coup, il fait juste une retranscription sensu scriptus, là, je sais pas comment tu dis, vraiment copier-coller de la série. Hein. Donc il n'y a aucune scène supplémentaire, il n'y a aucune scène coupée, on reste sur les rails, donc c'est vraiment... il a regardé la série et il a écrit son comics comme ça, quoi. Donc ouais, niveau scénario, moi j'ai pas repéré des scènes supplémentaires. Il y en avait ou... Non, moi non plus. C'est pour ça que j'étais curieux de voir si quelque chose m'avait échappé. Après 2 ans quand même, là, à pas avoir écouté les épisodes, j'aurais pu ne pas remarquer. Des fois, ça peut être une question d'angle ou vraiment pas grand-chose. Comme par exemple, dans Le Réveil de la Force, c'était une atrocité graphique, cet album-là. Mais il y avait une page de petits trucs inédits, là, une scène, là, je crois que c'est Phasma qui était jeté dans le compacteur, là, ce qu'on n'avait pas vu à l'écran dans le film. C'était une scène coupée du film, c'est ça? Je crois que c'était dans la scène coupée du film. Je sais même plus si c'était une scène coupée. Peut-être aussi entre le scénario. Mais j'ai pas souvenir qu'on l'ait vu en version image, là, par exemple sur le Blu-ray 4K, ou etc. Bref, voilà, non, ça sera rapide pour la partie scénario. Moi, j'ai. Qu'est-ce que tu veux en dire? Parce que moi, le gars. Oui, voilà. Le gars, il fait du taf, enfin du bon taf, mais n'importe qui aurait pu faire le même taf. Mais après, il n'est pas mauvais en soi. Le scénariste, il était allé sur. Il avait fait le one-shot IG 88 sur le War, et qui était très bon. Et la mini-série Lando Double or Nothing, c'est en version Donald Glover. Celle-là, j'avais quand même apprécié de mémoire. Ouais, elle était pas mal, hein, elle était vraiment bien, c'était original. Mais surtout visuellement très joli. Mais bon, ça, c'est. Voilà, donc le gars, c'est peut-être pas sa faute, quoi. Là, on lui a juste demandé de retranscrire la série. Donc, ça peut représenter des défis aussi parce que t'as pas le choix de couper beaucoup de matériel pour mettre ça en page comics comme ça. Et c'est ça, faut que tu choisisses quoi couper pour que l'histoire continue de se suivre et d'être compréhensible. Donc, en ce sens-là, moi, je pense que pour l'avoir relu récemment, je pense que ça suit quand même très bien. Là. C'est ça. Oui, on n'est pas perdu. Oui, non. Pour ça, on comparera avec d'autres médias, mais. On peut peut-être dire qu'en fin d'émission, on va comparer aussi cette adaptation-là avec d'autres adaptations des mêmes épisodes là, du Mandalorian. Mais avant d'aller là, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse le plus d'avoir ton avis, mais entre-temps, au niveau graphique, est-ce que tu pourrais nous expliquer où le bas blesse? Je sais que tu as préparé, entre autres, des exemples. Moi aussi, en le relisant, je me disais, non, mais c'est pas possible. Là. C'est incroyable. Je me rappelle en même. Plus, c'est que nous,
pour rappel, hein, nous, on les lit souvent en sortie de comics là, à l'unité. Donc C'est ça. là, la personne qui lit tout un album a que ce dessinateur-là, s'imprègne de ce style-là, etc. Alors que là, nous, on passe de ça à des chefs-d'œuvre parfois. Moi, je me souviens, je n'ai lu un cette semaine, j'ai trouvé ça magnifique. J'ai vraiment trouvé là, que c'est là que tu voyais, c'est là qu'est allé le budget. Vraiment, là, soit en termes de talent, soit en termes de temps aussi, hein, parce que des fois, ils ont plus de temps là, pour livrer la marchandise, pour remplir le contrat. Mais c'est ça. Moi, je relisais les numéros du Mandalorian, là, j'en revenais tout simplement pas. Oui, voilà, ben, on n'en revient pas, hein. D'ailleurs, je me rappelle justement quand on les lisait en numéro comme ça, je me rappelle avoir screenshot une case là et le mettre sur notre conversation privée et me dire, mais t'es sérieux? T'es sérieux de dessiner et de livrer un truc comme ça? Ouais. Non, mais ben, c'est le même dessinateur que pour le tome 1, hein. Si vous avez écouté l'émission du tome 1, vous savez ce qu'on pense. Donc la superstar, c'est Georges Gentil, hein, donc voilà, qui se charge de l'art graphique, enfin l'art graphique. Est-ce qu'on peut appeler encore ça de l'art, quoi? Tellement c'est moche, voilà, on va le dire, c'est ultra moche, quoi. Je vais dire la même chose, on se répète dans ces situations-là, mais peut-être qu'il y a des gens qui aiment ce style-là. Écoute, moi, je trouve que c'est digne des bandes dessinées de journaux qu'on avait à l'époque dans les journaux imprimés. Je ne sais pas si ça existe encore, là, les dans petits journaux strips, ça, ouais. Tu sais que c'est juste 3 cases, puis c'est un gag de Garfield, tu sais, ou de... Ouais, c'est vrai qu'il y a de ça. Mais dites-le nous, d'ailleurs, on avait fait appel, on n'a pas eu de réponse, on avait fait appel pour le tome 1, hein. Si vous appréciez l'art de Monsieur Gentil, faites-nous savoir. On aimerait beaucoup discuter avec des défenseurs pour savoir qu'est-ce qui leur plaît dans son dessin, et bizarrement, on n'a pas eu de réponse trop, donc bon, écoutez, on passe le message encore, hein, si vous avez quelque chose à dire sur Gentil, quelque chose que vous appréciez. Après, voilà, je vais d'abord commencer par les trucs que j'apprécie. Les vaisseaux, les personnages casqués, dont le Mandalorien quand même, et plus ou moins les aliens, ça va, on va dire. C'est pas si dégueulasse que ça. Mais le reste, quoi, c'est ultra moche, quoi. Enfin, déjà, on se rappelle, je sais pas si tu te rappelles, on avait découvert ce gars, c'était sur la Haute République, il était en alternance avec Alain Guiteau, qui était un super dessinateur, et il avait massacré Lournadi. Enfin, je la trouvais dégueulasse, Lournadi. Sa première apparition en comics, c'était par lui, et elle était affreuse, et justement, les numéros d'après, hop, c'était Alain Guiteau, et les dessins étaient énormes, là. Tu disais, ouais, tu parles du temps, mais le temps, il était peut-être pas tout là. Là, on en discutera du temps aussi. Le gars avait quand même, la série, elle a quoi? Elle a 2-3 ans maintenant, la saison 1. Je pense qu'il avait un peu de temps pour, là, après, pour dessiner. ça dépend quand est-ce que lui reçoit la commande. Ouais. T'as raison pour Marvel. Marvel avait amplement le temps. Mhm. Après, la personne, quand est-ce qu'elle reçoit la tâche, là? Ouais. Tu sais quoi, on retient ça, mais en tout cas, quand on critiquera la saison 2, parce que la saison 2 sera en ce moment en VO, numéro par numéro aussi, la saison 2, elle présentera donc 2 dessinateurs, dont Gentil est toujours là pour quelques pages pour nous faire rigoler quand même. Parce que oui, au moins, voilà. Ouais, Point positif, c'est quand il y en aura un autre qui a eu techniquement le même temps et puis qui est vachement mieux, quoi. Donc là on pourra vraiment comparer 2 dessinateurs différents pour la même tâche. Mais là, les gens qui nous écoutent à l'audio, vont peut-être trouver on exagère pour rendre ça comique, là, mais les gens qui nous écoutent en vidéo peuvent peut-être voir à l'image là, un premier exemple de son style, déjà au niveau du découpage. Ça, c'est la première des choses, mais je vous invite à regarder le visage du personnage là, de la mécanicienne, que je me souviens jamais de son nom, là, la garagiste. Pelimoto, ouais. Pelimoto, c'est ça. En fait, il y a une tête, c'est juste qu'il n'y a pas de visage. Voilà, t'as 2 points et un trou pour la bouche, quoi. Mais regarde ça, mais c'est affreux. Tout le travail a été mis sur les droïdes. Les droïdes, on reconnaît tout de suite le modèle, c'est bien fait. Les droïdes sont pas mal. Les visages, c'est l'enfer. Vraiment, c'est quelqu'un qui est incapable de dessiner des visages. Ça... Voilà, et techniquement, on en parlait ça pour le dernièrement avec c'était Tom qui comparait le fait de pouvoir reconnaître des acteurs dans le manga Leia, Princesse of Alderaan, justement. Et là, t'as quoi? T'as Pelimoto, tu parlais, t'as Griff Karga, t'as Cara Dune et t'as Moff Gideon, qui sont un peu les personnages sans casque principaux de la série. Tu les reconnais pas, quoi. T'as un moment, t'avais la première apparition de Griff Karga dans la Quantita, là-bas. C'était, moi je me rappelais même plus que c'était lui, quoi. C'est l'acteur de
On voit à l'écran en ce moment Cara Dune, c'est affreux, c'est atroce. Voilà, la Cara Dune En plus, qui se bat, une si belle femme, là, moi je suis en amour avec elle et massacrée comme ça en dessin. Là. Oh là là. Et là, tu vois, on remarquera, hein, si vous avez la vidéo, vous pouvez comparer. D'une case à l'autre, c'est pas la même tête en fait. Là, tu vois, Cara Dune, sur Cara Dune, ouais, il n'arrive pas à reproduire le même visage. C'était assez affreux, quoi. C'est affreux. Et là, tu passes la page d'après, c'est donc c'est Greef Karga, pareil. Hein. Greef Karga, il a une certaine prestance, tu vois, dans la série, et là, il ressemble à rien, quoi. Alors là, tu verras, oui, les animaux, enfin voilà, les aliens, les monstres, ça va, quoi. Mais après, même encore. Regarde encore, le Lognot, là, que je me souviens plus son nom. Ouais. Non, moi je suis désolé, j'ai beau essayer de trouver des points positifs, là. Il y a quelques cas, puis on voit que c'est ça, sur certaines cases, on voit qu'il a mis beaucoup plus de travail que sur d'autres. Oui, voilà. Quand tu as des gros plans, page, voilà. Quand tu montres, voilà, quand il fait les gros plans sur le visage, donc il a le temps de dessiner les visages, donc le visage est relativement bien fait. Tu verras qu'il n'y a souvent pas de décor derrière, ça aussi, il aime bien ça, mettre une case blanche, il n'y a plus rien derrière. Parce qu'évidemment, il a passé plus de temps sur le visage, j'imagine. Mais regarde au-dessus, quoi, en mode vidéo, c'est. Ah vraiment, je sais pas si on verra bien. Faut zoomer, c'est affreux. C'est pas digne de. Moi, je trouve que c'est pas digne d'être. Tu sais, si c'était un autre format, un autre prix, entre autres. Mais c'est ça, je trouve que d'être aux côtés de magnifiques comics là, de la Haute République ou de Star Wars ou de Vader ou peu importe, c'est ça. Je trouve que ça. Je comprends pas Marvel dans ses choix. Là. Et tu sais. Là, cette case-là, c'est Pedro Pascal, hein, non si vous ne connaissez pas. C'est bien Pedro Pascal quand il enlève son casque à la fin de la série. Il a un petit peu trop mangé, là. Ah ouais, non, c'est méconnaissable. Ouais, non, c'est ça. Parce que, tu sais, à la limite, qu'ils fassent des essais qui donnent la chance aux coureurs une fois de temps à autre, c'est une chose, mais leur donner un album complet, tu sais, une série complète, je veux dire, à un moment donné. Puis là, même à la saison 2, comme tu disais tout à l'heure, on retrouve encore Georges Gentil. Bah oui, il est toujours là. Qu'est-ce que vous comprenez pas, là? Ouais. À moins qu'ils balardent sur ça, parce qu'ils sont sûrs d'en vendre, vu que ça s'appelle Le Mandalorian. Et encore, moi je rappelle le tome 1 Panini, il était vite en solde, hein, parce que, à mon avis, je sais pas si ça se vend beaucoup ces trucs-là, mais. En tout cas, ben voilà, et je voulais aussi pointer sur ça. Et là, on comparera avec les autres œuvres qui font ça tellement mieux, mais c'est tout ce qui est action, phase d'action, en fait. Il n'y a pas de peps, il n'y a pas de dynamisme. On a un exemple à l'écran, là. Une bataille, voilà, c'est mou. C'est tout mou là. Bah oui, là on voit donc c'est Charmed contre l'espèce d'abruti là d'ailleurs qui a un visage, le visage du gars quoi. C'est affreux. Ouais. Affreux. Je pense qu'on l'a aussi sur une autre page. C'est-tu ici? Ouais, ici là. Vous voyez en haut. La troisième droite, case. Voilà. Non, mais regardez le sourire. Regardez le sourire et les dents. Malheureusement, je peux pas zoomer. Si vous nous écoutez sur un grand écran, là, vous allez pouvoir constater à quel point c'est comme si c'était une version temporaire, tu sais, brouillon, là, qui s'est dit je vais finir mon dessin plus tard, puis oublier de le finir. Ou alors en mode, tu sais, chibi manga, là, mais c'est pas le média pour ça, tu sais, quand ils s'énervent ou quand ils font une tête bizarre. Mais là, surtout là, pourquoi une case, puis l'autre à côté de non. Voilà, c'est ça aussi, ouais. Là, là, tu vois, t'as 1, 2, 3, 4, 5, t'as 5 cases où t'as le même personnage, et c'est pas la même gueule nulle part, quoi. C'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. 5 personnages différents, mais tous habillés pareil. Ah ouais, et c'est ça. Et je voulais, je vais pas réussir à la sélectionner, mais il y a une case où il y a Pelimoto, c'est celle-là que je t'avais envoyé ou que j'avais envoyé au chat, là, que je la trouve vraiment affreuse, là. Je sais plus si j'avais. Est-ce que c'est celle que j'avais mis au départ, celle-là? C'est celle, juste un peu avant, peut-être. Voilà, elle ressemble quasiment à ça, mais c'est quand elle commence à marcher. Là, tu vois, voilà, là, c'était pour montrer que le vaisseau, ça va, gros goût. Bizarrement, le gros goût dans le tome 1, il avait bien raté. Là, sur le tome 2, ça va mieux. Les droïdes, on voit que c'est quand même. Ça va, quoi. Ça va. Et le Mandalorian, évidemment, ça passe. Mais je sais plus où est-ce que j'avais mis. Encore là, on a Pelimoto sans aucun visage. Là. Voilà, c'est ça, Pelimoto. C'est souvent Pelimoto. Hein. Quand elle est de loin, les personnages, quand ils sont de loin comme ça, c'est deux points, quoi. Même ma fille de 6 ans, elle pourrait faire mieux. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Là, pareil, les Tusken, voilà, ça va encore. Donc, dès qu'ils ont un masque, ça va bizarrement, mais c'est les visages humains. Donc, voilà, on a trouvé son faudrait qu'il lui confie juste une histoire de Stormtrooper ou quelque chose comme ça. Voilà, les Storms, on verra ce que Loïc en pense, lui c'est spécialiste des Storms, mais je trouve pas trop mal fait. Il y avait une case où on voyait les fameux casques de Stormtrooper sur des pics. Là. Voilà. Image assez symbolique là, de la série Mandalorian.
Et ah merde, c'était. Je sais plus. Ouais, je t'ai posté trop d'images. Là. J'ai fait la bêtise de poster trop d'images, mais il y en avait une. Est-ce que c'est pas celle-là? Mais nanana, non, c'est pas celle-là. Non, j'ai pas dû la mettre du coup. Mais c'est dommage. C'est pas bien grave, mais au final, on voulait comparer aussi avec d'autres adaptations parce que c'est ça, là, on a eu. Voilà. Ça, c'est l'adaptation qui est supposée être typée adulte chez Marvel. Mais il y en a aussi une autre, je me souviens plus, puis en France, Oui. ben, c'est publié chez le même éditeur en plus, chez Panini. Ouais. Je me souviens plus au niveau libellé. Comment il la libelle déjà? C'est. Alors, ça s'appelle voilà, ça s'appelle le The Mandalorian, la BD officielle. Donc ça, c'était chez Panini. Et justement, je voulais rebondir sur ce que tu dis. C'était à l'époque de l'émission du tome 1. Un membre de notre Discord Star Wars en direct, rejoignez notre Discord si vous voulez discuter de Star Wars avec nos membres et avec nos abonnés Star Wars en direct. Là, c'est super cool. Il y en avait un qui s'appelait donc le capitaine Devane. Devane, je sais pas si je prononce bien, capitaine. Il nous avait demandé une étude comparative, comme il savait qu'on allait faire notre critique du tome 1, entre les trois médias, parce que voilà, la série a été adaptée en trois médias, comics, donc comme on fait ce soir, BD jeunesse, donc qui s'appelle donc la BD officielle, ça, et le manga. Et donc à l'époque du tome 1, j'avais pas encore de disposition ni la BD jeunesse ni le manga, du coup on n'a pas pu le faire, mais depuis j'ai réussi à me dégoter la BD jeunesse et le manga. Et donc, oui, ce que je vous propose, c'est de passer un petit comparatif, une petite étude croisée entre les trois œuvres, pour montrer que non, ce n'est pas vers le comics qu'il faut se diriger. Si vous êtes intéressé par une adaptation de The Mandalorian, ce serait plutôt sur les autres. Je crois que c'est pas le même format non plus en termes de vraiment format physique. Hein. C'est, là, dans le cas de la BD officielle, comme ils appellent, là, c'est un format un petit peu plus style BD européenne. Voilà. Alors, c'est marrant, ouais, je les ai pas mis dans mon WhatsApp, mais en fait, j'aurais pu les mettre dans mon WhatsApp aussi parce que j'ai lu les deux pour l'émission. Donc, déjà, le graphic novel. Alors, en VO, ils appellent ça The Graphic Novel, The Mandalorian The Graphic Novel. Donc, chez Panini en France, c'est la BD officielle. Et donc, tu m'étonnes que ce soit la BD officielle d'ailleurs, parce que le comic, c'est tellement affreux. Bref, j'arrête. C'est peut-être pas ça, ouais. On voit que c'est pas du tout le même style graphique, là. Voilà. Et alors, il faut dire que c'est orienté jeunesse. Hein. C'est le pendant jeunesse de l'adaptation du Mandalorian. Et de la saison 1 plus précisément. Donc là, il y a un tome saison 1 qui est sorti, il y a un tome saison 2 qui est sorti. Et attention, vous voyez là sur les photos que tu postes, c'est nettement plus sympa graphiquement que le comics. Quoi. Enfin, il n'y a pas à chier. Quoi. Alors, c'est plus cartoony. Le dessin fait plus dessin à l'ordinateur plus que vraiment dessiné à la main. Quoi. Mais ça va bien pour la cible jeunesse, je trouve. Moi, c'est très très cool comme comics. Par contre, il faut lire, c'est 80 pages pour résumer les 8 épisodes de la série. Ça, c'est le coup. Ouais, ça doit aller vite. Blesse un peu. Voilà. Donc là, nous, on a, c'est quoi? C'est 2 comics, 2 tomes de 120 pages quoi, pour la saison 1. Là, c'est 80, c'est quoi? C'est 10 pages en moyenne par épisode. Et encore, tu as des épisodes, c'est 2-3 pages. Hein. Ça se lit très très vite. Des épisodes où il se passe quasiment rien, où il n'y a quasiment pas de dialogue. C'est 2-3 pages, c'est plié. C'est très très résumé. Mais bon, on l'a dit, c'est orienté jeunesse. Donc, moi, c'est pas vraiment, je n'ai pas trouvé ça vraiment gênant, qui s'attarde sur les détails et tout. Et ça reprend vraiment les gros moments des saisons 1. Et encore une fois, les dessins sont au milieu du comics. Ils sont deux, alors je les ai notés, c'est Matteo Piana et Igor Cimosso. Et quand tu vois les crédits à la fin du bouquin, d'ailleurs, c'est une équipe quasiment full italienne. Hein. C'est full italienne qui a pondu ce comics-là, mais qui est de bonne qualité, je trouve. Donc, pour les enfants, foncez plus sur ça, je dirais. Celle-là ici, non, là on tombe dans le manga, hein, c'est ça? Voilà, la troisième adaptation, ça serait le manga. Donc le manga, comme tu l'affiches, là, il y a quelques pages couleurs au début du tome, comme ils aiment bien faire souvent, quoi. Mais après, ça reste du noir et blanc sur la totalité du tome. Et alors, le tome 1, alors je vais direct corriger ce que j'avais dit dans l'émission sur le tome 1 du comics. En fait, le manga Mandalorian, le tome 1 du moins, correspond à l'épisode 1, en fait. Donc c'est 4 chapitres de manga compilés en un seul tome qui correspond à l'épisode 1 de la série. Et dans l'émission précédente, j'avais dit que c'était l'épisode 1 et un peu de l'épisode 2. Non, c'est vraiment, ça s'arrête au moment où tu as Mandalorian qui va toucher le doigt de Grogu comme ça à la fin de la série. Donc on peut nettement voir la différence de temps mis et peut-être de talent de la part de l'artiste. Ouais, voilà. Alors déjà, là, tu affiches des scènes d'action. C'est lié aussi aux médias. Le manga, c'est vachement plus dynamique. Les scènes d'action sont
énormes, sont excellentes. Et là, j'ai pas mis le. Ouais, j'aurais dû mettre d'autres scènes d'action ou quand t'as plein de mandos qui arrivent et tout sur la fin. C'est trop bien, quoi. Vraiment, c'est ultra dynamique. Les poses, voilà, elles sont ultra stylées. C'est vraiment. C'est un gros coup de cœur. L'adaptation manga est vraiment géniale. Ça enterre. Alors, est-ce que j'ai besoin de la rappeler? Mais ça enterre encore plus le comics de Gentil, là. C'est ouf, c'est super beau. C'est super beau. Et là, par contre, alors, niveau taille, oui, voilà, c'est 157 pages juste pour l'épisode 1. Alors là, c'est l'opposé, tu vois. C'est ultra long. Là, il a bien le temps de s'adapter, enfin, de s'appliquer sur les détails et tout ça, quoi. Donc, ouais, même et sans malgré couleur, tout, malgré le volume, la quantité, ben, au final, ça reste magnifique, là, comme on voit à l'écran. Superbe. Ouais, là, c'est des espèces de pages de transition, là, tu vois, qui entre les chapitres. C'est magnifique, quoi. C'est vraiment superbe. Alors, malheureusement, j'ai pas noté l'auteur. Je dois l'avoir par là. Je vais regarder ça. Mais, on a adapté par... mais ça doit être plus au niveau scénario. Ah, voilà, il est en bas, là. Non, c'est lui. Yusuke Osawa, parce que généralement, les mangakas, ils font les deux. Ils les adaptent le scénario et le dessin, donc ouais, c'est lui là, Yusuke Osawa, superbe. Et d'ailleurs, en France, il y a les 2 tomes du Mandalorian, donc il y a l'épisode 2 donc, qui est sorti aussi. Nous, en Amérique du Nord, malheureusement, on n'a pas encore le tome 2. Donc on vous fera une émission sur le manga quand les 2 tomes seront parus ici. Et donc ce sera pour bientôt. Et ben moi j'espère qu'ils continuent la série. Donc un tome par épisode, ça ferait une petite collection de 8 tomes comme ça. Donc très cool. Très cool. Après on peut faire un comparatif. Donc là on a fait un comparatif des pages, tu vois. Donc en gros le manga, c'est 150 pages pour un seul épisode. Si on fait un calcul rapide, j'ai noté, pour les 8 tomes, donc ce sera la série complète, tu auras 1200 pages, quoi. 1200 pages pour les 8 tomes, donc ça fait au lieu de 80 pour la BD officielle et voilà. 136 non. Et voilà, et 100 pages pour le comics Marvel. En gros, c'est 270 pour la série en complet, quoi. Donc en fait, ça 80, 270 et 1200. Donc tu vois, l'écart est énorme, quoi. Ça, c'est pour le nombre de pages. Mais pour le prix, après, moi, je trouve que un comics Panini, c'est quoi? C'est 20 balles, en gros? 20 €, je pense. Ça dépend, tes balles sont en quelle devise, Jean? Je parlerai en euros. En euros, effectivement, on est sur du 19 €. Voilà. Alors que, une fois en canadien, par exemple, on va être presque à 40 $. Un bon donc, 36, j'ai l'impression. Si tu veux ta série en entier adaptée, c'est du 40 €, alors que bon, alors pour 15 € le jeunesse, c'est 15 €. C'est très peu cher, mais bon, pour 80 pages, mais tu as la saison jeunesse. Par contre, c'est 64 €. Voilà, je vois que c'est le tome de manga, il coûte 8 balles. Donc 8 x 8, 64 € si tu veux la collection, la saison 1 en manga complète. Moi, je mettrais plus si je devais choisir, tu vois. Vous faites ce que vous voulez, hein, mais quelque chose de beau et de stylé à 64 € plus que 40 balles dans quelque chose de moche, quoi. Vraiment. Ouais, non, puis c'est ça, tu vois, on verra rendu à donner nos notes, mais je suis en train de revisiter le premier là, en format physique et je crois que c'était même mieux graphiquement. Là, c'était mieux le premier tome, tu dis, c'est pour dire, quoi. Bref, dernière chose qu'on n'a pas mentionné, peut-être, c'est les couvertures. Oui, il fallait. De ce côté-là, c'est quand même, on a montré à l'écran tantôt les 4 officielles, on va dire, là, les couvertures normales. On avait aussi des variantes. De ce côté-là, moi, je trouve que c'est quand même bien réussi. Ouais, est-ce que tu as le nom de l'artiste? J'ai pas le nom. Non, mais mince alors, généralement je le note, et là bizarrement, non. Tu vois. Mais bref, on avait quelques variantes aussi, par exemple, avec Griff Karga. Je crois qu'on avait. Ah ouais, non, les covers sont super. Des couvertures variantes, là. Le peu de points qu'ils auront, ça sera pour celle avec le droïde, entre autres, là, l'épisode du justement l'attaque de la prison. Là. Ouais, elle est pas mal. Alors, les covers, ça dépend en fait. Ça dépend beaucoup. En fait, c'est un artiste, ou même tu as des couples d'artistes. Là, je vois, tu as Stephanie Hans pour la 5, Patrick Gleason et Alejandro Sanchez pour la 6, Steve McNiven, c'est un bon, lui. Et Alex Sinclair pour la 7, et Sarah Pikeli aussi, super, Sarah Pikeli, et Federico Bli pour la 8. Donc tu vois, c'est beaucoup d'artistes différents, mais de bons noms, là. McNiven et Pikeli, c'est des bons auteurs, quoi. Donc, fait que c'est peut-être la seule chose, si tu veux mon avis, qui rachète cet album-là. Ah mais complètement d'accord. Les covers, après, même les variantes, les variantes sont pas mal, je sais pas si on les avait. Mais, ouais, c'est ça, j'en ai montré à l'écran un petit peu. Là. Ouais, les covers, il y a rien de foufou, mais ça va, quoi, ils font le taf.
J'aime bien. Oh, C'est oui, vrai que tout à fait. les cartes régulières sont très jolies, hein, quand même. Je trouve ça très belle. Mm. Non, donc, ben voilà, en fait, c'est aussi que, tu sais, si c'était une œuvre originale, ou si c'était, tu sais, s'il y avait un quelconque plus-value, c'est le seul format BD, bon, ben, tu te dis, si tu veux offrir ça en BD à un plus jeune, tu sais, mais là, on a aussi le format BD pour les plus jeunes. Ouais, qui est Comme tu vachement dis, bien. on a le manga qui est beaucoup plus beau et beaucoup plus complet. Mhm. Évidemment, qui s'adresse peut-être plus aux gens qui aiment les mangas, mais en tout cas, c'est ça. J'ai du mal à comprendre c'est qui le public cible. Ouais, voilà. Bah, je Euh, voulais te demander justement, quel intérêt, voilà, ouais, c'est ça. Quel était l'intérêt de retranscrire dans déjà une série, mais en 3 fois, en 3 formats différents? Alors, à part pour inonder le marché, pour toucher le plus de monde possible, mais ouais, il est où l'intérêt, quoi? ben, Vraiment, effectivement, j'en vois et pas. c'est d'autant plus que on sait qu'il avait même abandonné, c'est l'épisode 9, hein, là je parle des films. Mhm. L'Ascension de Skywalker, il n'y a jamais eu d'adaptation. Tu sais, il y a eu des adaptations comics, Marvel, Euh, des autres. Ah oui, et jeunesse. Il y avait une adaptation jeunesse. Oui, Oui, ouais, ouais, pour les plus jeunes, effectivement. Mais ouais. chez Mais Marvel, pas Marvel, on c'est a eu vrai. le Réveil de la Force, on a eu les Derniers Jedi, et l'Ascension de Skywalker, on ne l'a pas eu. C'est vrai, Pourtant, il c'est y vrai. avait eu Rogue One, il y avait eu Solo. Puis Rogue One, je répète, l'adaptation de Rogue One était très bien, l'adaptation de Mhm. Solo était très bien, il y avait quand même beaucoup de choses intéressantes là-dedans. Ouais. C'est ça. Puis en plusieurs tomes, je sais pas. Ouais. Écoute, mais peut-être que la public cible, c'est les bibliothèques. Ça va se louer, ça va s'emprunter. Si les jeunes vont encore aux bibliothèques, dans les écoles, peut-être. Ouais. Je sais pas. C'est dommage parce qu'en comics, tu sais, quand les films sortent, ils ont l'habitude d'étendre l'univers en proposant des histoires originales autour des films, au moins. Mais là, tu vois, et c'est ce qu'ils auraient dû faire, tu vois. Ouais. Ben, Ça aurait été d'étendre. clairement, c'est verrouillé en ce moment parce qu'on a zéro littérature depuis le début. Le Ouais. seul projet littérature qu'il y avait a été cancellé étrangement en même temps que le personnage de Cara Dune. Mhm. Le nom de l'actrice m'échappe là, mais tout ça Pareil. pour dire que c'est ça, ça a fait partie des vagues de cancel, de la cancel culture. Mais ça n'a pas été précisé que c'était à cause de ça, mais ça a été annoncé au même moment que Ouais. le roman qui est en préparation dans l'univers du Mandalorien a été annulé, Ouais. reporté à une date indéfinie. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est dommage parce que ça aurait été écrit par l'auteur qui nous a pondu le très très bon Shadow Ouais, of the Sith, là. Christopher, là, Christopher, voilà. Adam Christopher. Ouais. Adam Christopher, Ouais. exactement. Qui est juste sorti en français d'ailleurs, si je crois bien, ce bouquin-là. Loïc est dessus, je crois, et Lequel qui ça l'aime déjà? beaucoup. Le Shadow of the Sith, tu sais, Lando Oui, et Luke. il vient de sortir en français Ouais, il y a un mois peut-être, le mois voilà. dernier. Mm. Bah, jetez-vous dessus, hein, plus que sur ce comics, parce que c'est un super super roman. Ouais. Et, Non, c'est ça, fait que j'ai l'impression, pour revenir à ce que tu disais, que la période, on va dire, où que tout l'entourage mandalorien est verrouillé, ils se gardent toute l'attitude pour pouvoir développer ce qu'ils veulent au niveau télé et pas être après ça bloqué là, parce que tel auteur a sorti telle histoire là, en roman ou Mais en ouais, comique. juste une petite histoire, tu sais, un petit voyage, tu sais, Mando Grogu en duo sur une planète random, Mhm. raconter des personnages random, enfin, tu sais, ça aurait pas trop bougé les plans de la série, je pense, quoi. Enfin, je trouve ça un Ouais, peu quelque chose qui dommage, ne quoi. passerait pas après. Là. Ouais. Ouais. Ouais, Non, bon, non, c'est après, ça. c'est Au dommage. début, on pouvait se dire c'est parce qu'il n'avait pas prévu le succès de la série à ce point-là. Il était occupé C'est avec les vrai. films, c'était encore la saga Skywalker, tout ça. Mhm. Là, après 3 saisons de Mandalorian, on pourrait Ah effectivement ouais. s'attendre à quelque chose d'original. Peu importe quoi, là, mais quelque chose qui nous explore, même si c'est pas le Mandalorien lui-même. N'importe quoi de lié, de près ou de loin. Bah ouais, ouais. Mais bon. On avait eu aussi, c'était à la même époque, hein, on avait eu Peach Momoko devait justement, l'autrice que je mentionnais en WhatsApp, elle devait faire aussi un comics The Mandalorian, alors plus jeunesse, hein, c'était un spin-off Star Wars Adventure sur The Mandalorian, et il y a la cover qui est sortie et tout, j'essaie de la retrouver là, la cover, où c'était Grogu en cover, super bien dessiné, magnifique. Et pareil, ce comics-là, One Shot, a été cancellé à la même époque que le bouquin. Enfin non, oui, pas annulé officiellement, on va dire, mais jamais, Ouais. jamais porté à terme, quoi. Donc c'est dommage, c'est dommage. J'aurais bien voulu voir Peach Momoko sur ça, quoi.
Donc voilà, les deux seuls Ouais, projets mais bref, temps. les gens se souviendront qu'on avait fait une émission, là, ça s'appelait Mandalorien. Justement, où est-ce qu'on se demandait, mais où sont les romans, où sont les comics, quand est-ce qu'ils vont se réveiller, là. Puis tu sais, à la limite, un roman, ça peut être un projet très long terme. Un comics, je pense qu'après si tu donnes 1 an pour un comics, ça me paraît quand même relativement suffisant là, pour prendre un scénario puis 30 quelques pages, ne serait-ce qu'un one-shot. Bref, voilà. En tout cas, moi je trouve que, enfin, je sais pas ce que toi t'en penses, mais tu vois, ce Mandalorian, c'est une série à la base. Il y a pas mal d'adaptations de romans dans un autre média plus visuel, on va dire. Genre, là, on parlait de Leia avec les potes de France là et Julien. Leia, c'est un roman à la base, et faire un manga à partir d'un roman, moi je trouve pas ça déconnant, parce que le roman c'est chronophage, le roman c'est austère, je comprends que... c'est visuel dans notre tête, mais ça ne l'est pas réellement. Et évidemment... une adaptation de roman, on a eu ça avec Traun aussi, le premier Traun, on avait eu ça, c'était pas mal ça. en 6 numéros. Et là, je crois, c'est toi qui m'as dit ça, que là, il y aurait un Tron Alliance en préparation? Ouais, c'est ça. C'est ça, il y a l'adaptation du 2, ouais, carrément. Et ça va être trop bien. Oui, quand il n'y a pas de visuel. Quand là, c'est de roman vers quelque chose de visuel, c'est intéressant. Après, quand c'est l'inverse, moi, pour moi, pour qu'il y ait une plus-value, il faut qu'il y ait du nouveau stock, donc des scènes inédites ou des détails quelconques. Exactement. Ou que ce soit visuellement très joli, qu'on passe un bon moment en relisant une histoire qu'on connaît bien quand même, mais tu sais c'est ça, c'est vraiment le strict minimum, qu'on ait des plans intéressants, parce que c'est un médium complètement différent de la télé ou du cinéma, là, donc c'est pas les mêmes codes, tout ça, là, donc puis je pense que c'est ce qui fait le succès des mangas aussi. C'est que c'est adapté vraiment en manga, alors que là, je sais pas, j'ai pas l'impression de lire d'autres comics que j'adore, là. Tu mentionnais les scènes d'action, c'est ultra statique, ultra mou. Fait que voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire que de te demander quelle note tu donnerais à ce volume 2? Écoute, oui, bien sûr. On va chercher ça. Donc la note, je crois que c'est la première fois que je mettrai une note. Je fais pas la même erreur que pour le tome 1. Je crois que c'est ma plus basse note ever de tout Star Wars, mais roman, comics, manga, tout ce que tu veux. Moi, j'ai mis pour le tome 2, voilà, 6 sur 20. 6 sur 20, et les points forts, ça sera exactement ce qu'on avait dit pour le tome 1, en fait. C'est juste quoi, c'est les covers. Voilà, trop bien. Les covers. La lecture qui se fait très très vite, donc ça c'est tellement vite que tes yeux ils n'ont pas le temps de fondre avant la fin de la lecture, donc ça c'est quand même un plus, tu vois. C'est fidèle aux matériaux d'origine, ça c'est c'est le minimum, que j'ai envie de dire. Et surtout la rigolade, quoi, la rigolade que tu as quand tu tournes les pages et que tu vois ça tellement c'est moche, quoi. Donc voilà, ça c'est les points positifs que j'ai trouvé à ce comics, ouais. Mais ouais, juste un... Et imaginatif pour trouver des points positifs. Voilà. Quand ça en est rendu que le rire de trouver ça laid, c'est un point positif, c'est que tu as vraiment cherché profond. Ah ouais, voilà. Tu vois, même en essayant de pas être trop méchant, tu connais, je note relativement large, quoi. Là, je peux pas, quoi. Donc c'est 6, quoi. Et c'est la pire note que j'ai mise. Moi, ça me fait bizarre aussi, tu vois. La même chose pour moi, écoute, ça va être un peu comme toi, fait que ça va être plus bas. La dernière fois, j'avais donné un 5, là, je vais lui donner un 4. Ça va devenir la nouvelle pire. Autant, il y a des très, très rares cases que ça peut être joli, tout ça, mais il n'y a aucune continuité. Comme on disait, même dans la même page, le même personnage, on a l'impression que c'est 5 personnages différents. Et c'est ça, en termes de comparaison au niveau graphique, c'est pire. Donc, fait que c'est ça. Ça reste un bel album. Ça peut être des belles couvertures, tout ça. J'espère que j'ai pas encore reçu ça. C'est ma copie physique du premier volume. J'ai pas encore reçu le deuxième. Là, tu veux l'acheter quand même? Vous savez, c'est très long à traverser l'Atlantique. Je sais pas si Panini va avoir inclus les couvertures variantes à la fin, comme ils le font un peu ces temps-ci. Moi, c'est le genre de choses qui me font remonter la note un peu. Mais voilà. Vraiment pour les complétistes, et même encore, c'est justement le genre de choses qui font douter les complétistes comme moi,
nous font nous demander, là, est-ce que j'arrête? Par exemple, est-ce que j'achète plus les adaptations? Est-ce que je réduis? Tu sais? Parce que c'est ça. Pure déception. Tu vas quand même la prendre, le tome 2, là? Ouais. C'est une très bonne... Je crois que oui. Moi, en fait, contrairement à plusieurs, je crois que je suis une exception. Moi, c'est ma blonde, justement, ma conjointe, qui continue d'insister pour qu'on les achète tous. Donc, oui, quand t'es complétiste, même les rares fois où moi, je doute, surtout quand je vois les prix, je me dis non, mais ça n'a plus de bon sens, là, 40$ à chaque album, il en sort plusieurs par mois. Mais c'est ça. Non, mais je comprends. Quand t'es collectionneur, c'est normal. Enfin, tu vois derrière, c'est pareil. Hein, tu vois, moi, j'ai plein de jeux vidéo. J'ai des jeux de merde, j'ai des jeux grosses de merde. Mais je les prends quand même parce que, moi, ça me fait plaisir. Enfin, voilà, quoi. C'est comme ça. Quand t'es collectionneur, ça n'a pas tellement de sens, quoi. Mais en tout cas, moi, je conseillerais quand même l'achat du manga. Mais vraiment, hein, parce que déjà, c'est pas cher. Et puis, vous allez vous éclater. Et d'une jeunesse, si vous avez le public cible, quoi. Franchement, les deux là, il n'y a pas de souci, quoi. C'est juste le comics qui déconne. Ouais, je les remonte à l'écran rapidement. Donc, le manga et la BD officielle pour les plus jeunes. Moi, je crois que vraiment, c'est exactement la même recommandation que toi. Sauter le comics. Et si c'est par exemple, si c'est un cadeau pour les plus jeunes, allez-y avec la BD. Ouais. Si c'est pour vous faire plaisir à vos yeux, entre autres, allez-y avec le manga. En autant que ça ne vous dérange pas de lire à l'envers, là, mais une fois que vous avez pris l'habitude, là, ça se fait très bien. Ouais, le manque de couleurs, mais bon, c'est toujours pareil. Il faut accrocher au style. Si on n'accroche pas au style, évidemment, on passera. Et d'ailleurs, là, j'ai juste chopé la photo vite fait du comics qu'on a malheureusement jamais eu, quoi. Celle-là, c'était le dessin de Peach Momoko. Et c'était ça qu'on aurait dû avoir à l'époque, quand la saison 1 sortait. C'était une petite aventure The Mandalorian, one shot. Ok, ça c'est pour la BD officielle. C'était c'est un projet annulé en fait. Ça. Donc c'est un projet annulé. Okay. C'était à l'époque, c'était à IDW, tu as vu, c'était un spin-off The Adventure et c'était c'était un projet de Peach Momoko qu'on ne verra jamais, malheureusement. Bon, écoutez, c'est sur ces très bonnes notes, non, c'est à la blague, c'est sur ces très mauvaises notes, très sévères notes, mais honnêtes, on vous le rappelle, c'est pas pour, on fait pas exprès là, pour être méchant, là, on vous a montré ce qu'il y avait à voir, là. Fait que voilà, c'est sur ça qu'on va conclure l'émission. Comme toujours, on vous invite à liker, partager, vous connaissez la chanson, ça fait une énorme différence pour nous, ça fait croître la communauté, ça fait des discussions plus intéressantes pour tous. Venez nous rejoindre entre autres sur le Discord, il y a des chambres, des salons pour par exemple littérature, séries télé, toutes sortes de discussions artistiques, musique, tout ça. Fait que c'est super intéressant de naviguer là-dedans. Là, j'ai utilisé un terme qui laisse transparaître le blanc dans ma barbe. Hein. Boomer. Venez naviguer sur l'Internet. Écoute, on a plein de choses qui s'en viennent, par exemple l'épisode collector, tout ça, mais peut-être au moins se limiter. Qu'est-ce qui s'en vient au niveau littérature pour les autres? Littérature, ça doit faire la 5-6e épisode où on annonce qu'on va faire notre review de roman Crimson Climb. Donc, oui, en fait, c'est ça, on attend notre comparse Juliane qui était à l'étranger, en Europe, pendant quelques semaines, donc on va lui laisser quand même le temps de le lire. Ouais, et qui a chopé mal aussi dernièrement, donc ça a ralenti un petit peu le process, on va dire. Ouais, c'est ça, elle est allée en Europe, hein, fait que quelle maladie est-ce qu'on nous a rapporté? On va la mettre en quarantaine. Mais sinon, en attendant, on aura notre avis, toi et moi, sur la BD Yoda, qui est sortie aujourd'hui, au jour d'enregistrement. C'est vrai. Ou je dis des bêtises. Ah non, 2 jours, pardon. C'est dans 2 jours. Bref, qui est sorti récemment. Et qui, là, va être beaucoup plus digne d'intérêt. Je tiens à le mentionner tout de suite. Là, pour plein de raisons. Écoutez notre prochaine émission, là, littérature, vous allez voir, il faut dire que c'est quoi, 10 numéros? 10, hein, en un seul album. Là, mais bref, voilà. Fait que ça devrait être plus positif pour le prochain épisode. Je pense pas pouvoir atteindre pire que ça, quoi. Tu vois. Je pense pas. J'espère pas. En tout cas. Lance pas de défi, Jean. Lance pas de défi. Coup, on nous écouterait. Il y a une mini-série Mace Windu là, qui s'en va pour l'année prochaine. Donc, on se rappelle de la dernière. Donc, ouais, effectivement, elle fait partie du bas de mon classement aussi. Là, elle aussi, c'était graphiquement très mauvais à l'époque. Donc, voilà, écoutez, de la part de toute l'équipe, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous. Bye!
Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint in Box, Planète Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction.